La Chine et l'Afrique, en route vers la modernité. Un proverbe africain dit « Seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Depuis les indépendances, durant les années 60, les Africains ont essayé de construire, parfois seuls, souvent en partenariat avec les entreprises européennes, des hôpitaux, autoroutes, usines, immeubles d'habitation, etc., etc. Résultat, autoroutes qui se lézardent et en cul-de-sac sur 100 km, sans aire de stationnement, sans pompe à essence, sans bande d'arrêt d'urgence, des hôpitaux sans accès pour pompiers, sans ascenseurs et sans équipements médicaux, des usines sans personnel technique qualifié pour pallier aux pannes, des immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes à la moindre secousse sismique, faisant des milliers de morts, des budgets passés du simple au double entre le début et la fin des travaux et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais pourquoi ? C'est très simple à comprendre, les coûts alloués pour la réalisation d'une aire de repos, d'un accès pour pompiers, d'un ascenseur, des équipements médicaux ou pour respecter les normes sismiques sont simplement partagés entre les décideurs locaux et les entrepreneurs étrangers. Des milliards de dollars sont ainsi détournés au profit des mafias locales et étrangères sur le dos des peuples africains et au détriment de la qualité des infrastructures. Il y a à peine 10 ans, la Chine a avancé le principe de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi pour les relations sino-africaines. Au cours des 10 dernières années, la Chine a participé à la construction de plus de 6000 km de voies ferrées, 7000 km de routes et plus de 80 installations électriques de grande envergure, une dizaine d'aéroports, des milliers de logements, des dizaines d'hôpitaux, des gares routières et ferroviaires, des barrages hydroélectriques, etc., etc. C'est un fait que tout un chacun peut constater de lui-même, sans s'en référer aux rapports officiels. Mais pourquoi critique-t-on la relation Chine-Afrique ? Toutefois, on lit ici et là dans la presse occidentale et, malheureusement même dans la presse africaine, que les Chinois sont peu enclins à employer la main-d'œuvre locale. En clair, cette rhétorique sous-entend que les investisseurs chinois ne créent pas d'emplois locaux. Les Chinois ramènent des nationaux, créent du chômage en Afrique et participeraient à l'aggravation et à la généralisation de la pauvreté. Vrai ou faux ? Pour être franc, la réponse n'est pas et ne peut être catégorique. Au début, lorsque les investisseurs chinois avaient commencé à prendre en charge des projets d'infrastructures en Afrique, fin des années 80, début des années 90, ils comptaient effectivement sur des travailleurs chinois, en raison de la méconnaissance des réalités locales, des barrières linguistiques et d'une main-d'œuvre locale moins qualifiée à cette époque. Il est vrai qu'au début des années 1990, on croisait dans les aéroports d'Alger, Dakar, Nairobi, Addis-Abeba, Accra, Johannesburg et dans bien d'autres halls d'aéroports africains, des escouades d'ouvriers chinois, en bleu de travail, chargés de malles, de baluchons et de valises. Aujourd'hui, en 2024, et, malgré les méga-projets en chantier, se chiffrant en centaines de milliards de dollars, on croise quelques ressortissants chinois, mais la plupart d'entre eux sont en costume-cravate, sans bagages et serviettes à la main. Manifestement, des cadres de société, des représentants du gouvernement chinois et des chefs d'entreprise. Car entre-temps, grâce au transfert technologique, la Chine a formé de nombreux ingénieurs, techniciens et ouvriers spécialisés locaux. À titre d'exemple, pour le projet du Grand Théâtre National du Sénégal, pourtant achevé en 2011, plus de 80% du personnel du projet était local et seulement 20% était chinois. Autre exemple, le projet du chemin de fer Mombasa-Nairobi au Kenya, inauguré en 2017, a permis de créer depuis sa mise en chantier près de 50 000 emplois pour le Kenya, de former plus de 5 000 techniciens qualifiés, et employer plus de 300 entreprises de sous-traitance kenyanes. Après l'achèvement du projet, les techniciens chinois ont appris aux locaux à exploiter et à entretenir le réseau. En 2018, la proportion d'employés kenyans engagés dans l'exploitation du chemin de fer Mombasa-Nairobi a atteint plus de 70%. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 98% des techniciens et ingénieurs sont des locaux et l'intégralité des conducteurs, équipages et personnels de bord sont kenyans. C'est un fait constatable et vérifiable par n'importe quel voyageur empruntant la ligne Mombasa-Nairobi. Au nord du continent, en Algérie, plus de 850 entreprises chinoises sont répertoriées en cette fin d'année 2023. Elles emploient des dizaines de milliers d'Algériens. Ces entreprises chinoises sont ainsi devenues un important employeur dans le secteur des hydrocarbures, bâtiments et travaux publics, sidérurgie. Ce modus operandi reste valable pour une bonne quarantaine de pays africains. Ce que la Chine a fait en moins de 20 ans. En 10 ans, les villes africaines ont radicalement changé de visage.
Addis Abeba, la capitale politique et administrative de l'Union africaine, en est un exemple frappant. En moins de 2 décennies, des infrastructures ont modifié le paysage urbain de la capitale éthiopienne et certaines parties de la ville n'ont rien à envier aux quartiers huppés de Bruxelles, de Paris ou de Washington. Il faut signaler les relations sino-africaines ont permis l'ouverture de pas moins de 6000 km de voies ferrées, sans compter les 5000 encore en chantier, 7000 km de routes, sans compter les routes secondaires, 98 hôpitaux et cliniques, 102 écoles spécialisées, centres de formation et instituts d'études supérieures etc. etc. Bref, ce que les autres, tous les autres, n'ont pas réussi à faire en 70 ans, les Chinois l'ont réussi en moins de 2 décennies. Un rapport établi par le cabinet américain de conseil en stratégie McKinsey, qu'on ne peut soupçonner d'une quelconque sympathie pour le régime communiste chinois ni au maoïste, Xi Jinping, fait état de la présence de pas moins de 10 000 entreprises chinoises réparties dans 46 pays africains. Toujours selon le rapport de McKinsey, ces entreprises pourraient engranger jusqu'à 250 milliards de dollars de bénéfices d'ici 2025. Un montant qui peut donner le tournis aux entreprises européennes et occidentales en général, qui ont misé sur les compromis et les compromissions avec des personnels politiques totalement dégénérés et corrompus, en oubliant jusqu'à l'existence même des peuples africains. Pour la Chine, le continent africain représente un gigantesque chantier. Tout reste à faire ou à refaire. La Chine est-elle pour autant le premier créancier de l'Afrique ? Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a alerté sur le piège de la dette chinoise, avec près de 30% de la dette publique africaine détenue par la Chine, notamment Djibouti, la Guinée et le Cameroun. Mais l'Afrique, en dépit de ses sols gorgés de richesses, n'a pas les moyens de son développement. Il lui fallait absolument des capitaux. Des capitaux, la Chine en a. Et elle en a beaucoup et prête à des taux proches de zéro avec des décennies pour rembourser. Le temps nécessaire pour que les investissements opérés soient rentables. Ni les Américains, ni les Européens, aussi volontaristes soient-ils, aussi sincères soient-ils, ne peuvent tout simplement pas s'aligner, ni rivaliser. Le président Xi Jinping a fait encore mieux. Le 18 août 2022, le gouvernement chinois, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a effacé d'un trait de plume 23 crédits accordés à 17 nations africaines. À noter que ces emprunts devaient être remboursés depuis la fin de l'année 2021. Pékin a tout bonnement conclu qu'il pouvait se passer de cet argent pour parier sur le futur et sur d'autres intérêts stratégiques et géostratégiques supérieurs au montant de la dette effacée. Mieux encore, Pékin a redirigé pas moins de 10 milliards de dollars de ses droits de tirage spéciaux au profit des pays africains. Cette façon de faire n'est pas nouvelle pour Pékin. Le Congo, l'Angola et la Zambie par le passé ont vu leur dette restructurée favorablement pour permettre à leur économie de souffler. On lit et on entend ici et là que la Chine détiendrait plus de 60% de la dette bilatérale des pays d'Afrique subsaharienne, alors que les membres du Club de Paris, qui regroupe les anciennes puissances coloniales auxquelles s'ajoutent les institutions financières commerciales internationales, détiendraient moins de 20%. Faux, archi-faux et mensonge. Malheureusement, c'est une propagande occidentale, reprise par certains médias et intellectuels africains pro-occidentaux et biberonnés aux désinformations de l'AFP, de Reuters et aux rapports bidons produits par les pseudo-experts occidentaux et africains. La réalité est tout autre. Avec des centaines de milliards d'investissements chinois en Afrique, la dette africaine détenue par la Chine représente un peu plus de 10% et les 90% restants de la dette sont entre les mains des Occidentaux, des pays du Golfe et des organismes financiers internationaux pour un résultat catastrophique. Rappelons que, d'après le dernier rapport annuel de la Banque mondiale, la dette publique des pays subsahariennes s'élevait à 1140 milliards de dollars à la fin de 2022. Sur ces 1140 milliards, la Chine ne détient que 10%. À des économistes occidentaux qui doutaient de la sincérité des Chinois, le ministre aux Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a répondu d'une façon cinglante et à la limite du langage diplomatique, je cite le ministre chinois. La Chine paye les ressources naturelles africaines ou se fait payer en richesses naturelles. Car notre culture, notre éducation et notre histoire nous interdisent le pillage des biens des autres et nous interdisent tout compromis et toute compromission. En clair, la Chine paie, ne vole pas, ne pille pas les richesses des autres, ne magouille pas avec des dirigeants africains véreux et, si nécessaire, pour ne pas étouffer les économies des pays africains, elle se fait rembourser en ressources naturelles. Car une dette quelle qu'elle soit, a toujours son équivalent en ressources naturelles. Des propos insultants sortis de la bouche du chef de la diplomatie d'une nation appartenant à une civilisation multilinéaire.
En creux, le ministre chinois des Affaires étrangères accuse directement et sans ambages les entreprises occidentales et émiraties de piller les ressources du continent africain. Qui oserait prouver le contraire? Les rapports et les bilans comptables sont consultables au centime près, sur les supports du ministère chinois aux affaires économiques et ouverts à tout expert sachant faire l'analyse d'un bilan économique. Les entreprises chinoises sont-elles aussi corrompues que les autres? Un chef d'entreprise chinoise du BTP, exerçant dans 14 pays africains, a reconnu sans détour et avec franchise, que souvent les entreprises privées chinoises sont obligées de donner des dessous de table pour avoir accès à un marché. Avant 2013, c'était une pratique courante et normale, il fallait graisser la patte à tel chef d'État, général, ministre, chef de cabinet ministériel d'un pays africain pour obtenir un marché et il fallait proposer plus d'argent que les entreprises concurrentes occidentales ou émiraties. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en 2013, cette pratique persiste encore dans certains pays africains. Mais la mainmise du gouvernement chinois, l'influence de sa diplomatie et les changements des personnels politiques dans certains pays africains, cette pratique a tendance à diminuer. On sait que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine a lancé une vaste campagne anticorruption. Plus 4,8 millions de personnes sont placées sous enquête, parmi elles, des cadres du parti, aux fonctionnaires, patrons, chefs d'entreprise, officiers supérieurs. La plupart ont été arrêtés, certains assassinés, d'autres ont simplement disparu. Le dernier en date, ce 30 décembre 2023, c'est l'ancien adjoint du régulateur des banques, Ke Chang, à la retraite depuis 5 années qui est reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin. Il a été condamné à la peine de mort, avant que sa peine ne soit commuée en prison à vie. Ça, c'est du Xi Jinping qui donne à la croissance chinoise entre 4 et 10% depuis son arrivée au pouvoir et qui a sorti de la pauvreté plus de 400 millions de Chinois, selon un sondage établi par un institut américain indépendant, plus de 86% de Chinois se déclarent satisfaits de leur président. Le président Xi Jinping, à l'instar du président russe Vladimir Poutine, a mis en place une véritable chasse aux sorcières. Cela incite les entrepreneurs chinois à réfléchir à 2 fois, étant donné que les autorités de Pékin ont l'œil partout, sur tout le monde et une influence considérable sur les responsables politiques africains. C'est un fait, tous les pays du monde, y compris les États-Unis, dépendent de l'économie chinoise et un simple blocage des exportations ou une augmentation des taxes douanières peuvent déstabiliser l'économie d'un pays et par ricochet, renverser un gouvernement. Cela représente un moyen de pression non négligeable à l'endroit des États corrompus. D'ailleurs, quelques chefs d'États africains préfèrent se tourner vers d'autres partenaires plus perméables à la corruption pour pouvoir toucher des pots de vin. Selon ce chef d'entreprise, les chefs d'États africains, même les plus corrompus, respectent le président Xi Jinping et les patrons chinois qui avaient l'habitude de traiter en sous-main les affaires ont tout simplement peur des services secrets chinois. Par conséquent, une petite corruption existe bel et bien, mais elle est plus que marginale et elle n'existe que chez les petits entrepreneurs chinois, bien implantés en Afrique, dont la majorité sont binationaux. Pour les grands patrons qui dépendent du gouvernement de Xi Jinping, c'est tout simplement impensable. Combien de patrons milliardaires ont été retrouvés morts dans les coffres de leurs véhicules? 5 au total. Après ça, ne faut-il pas apprendre à marcher au pas? L'influence de la Chine, si on s'arrête uniquement aux échanges commerciaux avec l'Afrique, il représente 1870 milliards en 2022, augmentant de 14,8% d'année en année. Il faut aussi noter que la Chine est le plus grand pays en développement du monde, et que l'Afrique est le continent qui compte le plus grand nombre de pays en développement. Forte d'une profonde amitié traditionnelle, d'une solide confiance politique mutuelle et d'une étroite coopération économique et commerciale, les 2 parties sont tout à fait capables de coopérer dans un esprit gagnant-gagnant et de devenir de bons partenaires sur la voie de la modernisation. Rappelons qu'en 2023, la Chine est la 2e destination des exportations agricoles de l'Afrique. Les graines de sésame, les arachides, le café, les dattes etc. représentent 80% du total des importations chinoises de ces produits. La Chine et l'Afrique sur la scène internationale. Sur un plan strictement politique, la Chine et la plupart des pays africains partagent des points de vue et des aspirations similaires en ce qui concerne l'ordre international actuel et l'amélioration de la gouvernance mondiale. Les 2 parties sont également des membres naturels de la grande famille du Sud global. À l'instar de la Russie, la Chine continue de soutenir les efforts de l'Afrique visant à parler d'une seule voix dans les affaires internationales. La Chine travaille activement au sommet du G20 à ce que l'Union africaine devienne membre à part entière.
Elle soutient l'adoption de dispositions spéciales permettant de répondre en priorité aux aspirations de l'Afrique sur la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, et appelle les institutions financières multilatérales à renforcer le droit à la parole des pays africains. Ces soutiens concrets renforcent fortement le droit à la parole et l'influence des pays africains sur la scène internationale et créent un environnement favorable à la réalisation de leurs objectifs de modernisation. Par conséquent, un État, en l'occurrence le gouvernement chinois, qui cherche l'unité des pays africains ne peut être dans le compromis, ni dans la compromission. La Chine, comme la Russie d'ailleurs, cherche un seul interlocuteur pour une Afrique unie. Le moins qu'on puisse dire, ni les Chinois, ni les Russes ne souhaitent diviser pour mieux régner et parient sur l'avenir et comme tout empire millénaire, sur le long terme. Et, pour finir, un autre proverbe africain dit, si l'occidental a la montre, l'africain a le temps. Et les Africains et les Chinois ont le temps.